Bonsoir à tous. Donc après 4 jours de travail et de discussions intenses sur les aléas telluriques aux Antilles, il est le moment maintenant de faire le bilan de la restitution pour le public du projet presse. C'est pas facile de faire ça en demi-heure, donc c'est sûr qu'on ne pourra pas tout dire. C'est 5 ans de travail et c'est pas fini en plus puisque le projet n'est pas terminé et qu'on aura encore beaucoup de résultats dans les années qui viennent puisque beaucoup de données ont été acquises. Je vais commencer par présenter le programme. Donc le projet presse, c'est plateforme régionale de surveillance tellurique. Et il s'intègre donc dans le programme Interreg Caraïbes 5, dont l'objectif est de favoriser une meilleure coopération dans la Caraïbe entre les régions donc ultra-périphériques, que sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Martin, avec une quarantaine de pays tiers et de pays de territoires d'outre-mer. Alors l'axe dans lequel s'inscrit le projet PREST, c'est renforcer la capacité de réponse aux risques naturels. Et on est dans un objectif spécifique qui s'appelle accroître la capacité de réponse au territoire face aux risques naturels. Donc, avec comme objectif donc une meilleure connaissance des risques et de leurs conséquences et une meilleure préparation, une meilleure réponse pour l'urgence. Alors le projet PREST est piloté par l'Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique, de l'Institut de physique du globe de Paris. Et il intègre plusieurs territoires de la Caraïbe et qui sont extra-communautaires. D'une part, Cuba et Haïti, et puis aussi donc l'Observatoire de Guadeloupe, volcanologique et sismologique de Guadeloupe, de l'IPGP. Mais à Cuba, donc c'est l'organisme avec qui nous avons coopéré, c'est le centre sismologique de Cuba. À Haïti, c'est l'Université d'État d'Haïti et le Bureau des mines et de l'énergie. On avait déjà des collaborations et d'autres organismes de la Caraïbe ont participé largement à la réussite des résultats que je vais présenter. C'est d'une part à Trinidad, l'Université de West Indies, avec le Seismic Research Center, et puis une collaboration qui dure déjà depuis plusieurs années avec, au Venezuela, le Funvisis. Alors, non, c'est pas comme ça que je passe, c'est comme ça. Alors, les partenaires communautaires, c'est d'une part le Centre national de recherche scientifique, le CNRS, avec principalement deux organismes du CNRS, que sont La Rochelle Université, avec le groupe de recherche LIEN, et GeoAzur de l'Université de la Côte d'Azur. Un autre partenaire, c'est l'École normale supérieure de Paris, l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, Géosciences Environnement Toulouse, le JET, l'École supérieure d'électronique de l'Ouest, les EO, et puis donc je rappelle les trois, il y en a deux qui n'apparaissent pas malheureusement, mais le Centre national d'investigation sismologique de Cuba, le Bureau des mines et de l'énergie et l'Université d'Haïti. Alors, le projet a été structuré avec un certain nombre d'actions sur Cuba, sur Haïti, sur les petites Antilles et sur différentes actions dans le développement de solutions marines. Je les ai regroupés en 3 grands axes. D'une part, que je vais développer maintenant, c'est d'une part la coopération scientifique régionale, le développement d'instrumentation et de mesures en milieu marin, et l'amélioration de la connaissance des aléas telluriques, sismiques, tsunamis, volcaniques et mouvements de terrain. Alors, la coopération scientifique avec Haïti a été assez importante dans le projet. Il y a plusieurs aspects qui ont été développés. D'une part, on a participé au développement du programme de Master Géosciences sur Géo, avec la formation de 2 promotions d'une dizaine de masters. Donc plusieurs ont fait des stages et sont maintenant même en doctorat et en postdoc actuellement en France. Donc on a ainsi contribué à la formation d'une nouvelle génération de géoscientifiques en Haïti.
Et le programme, donc ce programme de master, il se pérennise grâce à la création d'un laboratoire mixte international, Urgeo-Caribact, dont l'objectif est d'aborder les sujets des aléas naturels, variabilité climatique et impact dans le nord de la Caraïbe, dont les principaux acteurs de ce programme sont l'Université d'État d'Haïti, GeoAzur et l'IRD. Voilà quelques images de stages de terrain ou de formations qui ont eu lieu à Haïti pendant ces 5 dernières années. Une autre partie qui a été très importante et qui était un des objectifs phares, enfin très fondamental du projet, c'était d'arriver à développer des réseaux d'observation sismologique et de déformation par GPS à Haïti. Et c'est pas facile, on en a longuement parlé avec Eric Calais lors de sa conférence hier, que vous avez peut-être pu suivre. Mais donc du coup, il y a d'une part le Bureau des mines et de l'énergie avec qui on a contribué à développer des solutions assez professionnelles, mais un peu complexes à mettre en place avec les difficultés qu'il y a à Haïti. Mais en parallèle, un réseau de stations sismologiques citoyens a été installé à Haïti, c'est-à-dire des capteurs un peu moins coûteux. Ce sont des petits capteurs Raspberry, donc des petits ordinateurs avec des capteurs qui permettent de pouvoir s'installer directement chez l'habitant, en profitant de l'énergie qu'il y a, donc de leur électricité et puis de leur liaison Internet, pour pouvoir arriver à faire une surveillance citoyenne avec tout un réseau qui a été installé. Donc vous voyez certains acteurs qui ont abrité chez eux des sismos et qui les a impliqués dans la surveillance. Et grâce à cette installation, eh ben, le séisme du 14 août 2021 de magnitude 7 a été enregistré et a été aussi, donc toutes les répliques ont été enregistrées et ont permis d'analyser avec leurs instruments, avec des stations en champ proche, toute la suite de l'activité sismique. Voilà, ici l'activité sur les 2 ans qui ont précédé, puis le séisme qui s'est produit avec ses répliques. Donc ça a été une démonstration, en fait, avec les éléments naturels de la réussite de ce déploiement. Autre aspect qui ont été développés à Haïti, c'est la mesure de GPS, donc de la continuation de tout un développppement de réseaux et de mesures de données GPS pour pouvoir mesurer le chargement des failles qui traversent Haïti au nord, le long de la faille septentrionale et le long de la faille d'Arinriki au sud, pour calculer le chargement de ces systèmes de failles grâce au GPS qui mesure le lent chargement en surface des glissements qui se passent en profondeur et qui sont en glissement permanent. À Cuba, le projet a permis de développer un réseau GPS dans le sud de Cuba pour pouvoir suivre la prolongement de la faille septentrionale dans le bassin Caïman et ainsi de pouvoir mesurer le chargement aussi à Cuba de ces failles. Et s'est produit aussi pendant cette période, en janvier 2020, un séisme a été de 7,8, je crois, plus à l'ouest, je veux dire, et qui a été enregistré par le réseau et dont les calculs sont en cours actuellement. Alors, je vais passer au deuxième thème qui est l'instrumentation en milieu marin. C'était un des socles en fait du projet PRESS, c'est-à-dire la Caraïbe et en particulier les Antilles, c'est quand même, et surtout les Antilles, l'arc des Antilles, il y a quand même une frontière géologique qui est principalement localisée en mer. Il y a extrêmement peu de terres émergées et donc l'instrumentation est limitée. Si on la limite aux îles, ben on est loin des sources et loin des mécanismes. Et donc on a essayé de développer toute une série d'instrumentations et de mesures
pour pouvoir arriver à se rapprocher de ces sources, en tout cas déjà de développer ces instruments adaptés aux Antilles. Alors là, on a développé dans 3 axes. D'une part, une plateforme instrumentale pour la cartographie côtière et la surveillance du littoral. Et puis, le développement d'un nouveau sismomètre fond de mer à réponse rapide, c'est-à-dire qui est facilement déployable pour surveiller les crises sismiques et sismovolcaniques dans la Caraïbe. Et puis, un 3e point qui est là vraiment le développement d'instruments totalement innovants qui n'ont jamais été installés nulle part et développés et qui sont à base de mesures optiques. Et on détaillera ces aspects qui peuvent être déployés aussi bien sur des zones volcaniques, sismiques que sur Terre. Alors la plateforme instrumentale, l'idée c'est de pouvoir avoir un instrument qu'on puisse déployer sur des bateaux classiques qu'on peut avoir dans les ports, dans les ports de l'Arc, et de pouvoir arriver à réaliser des travaux de cartographie sous-marine pour voir l'évolution des reliefs, voir les évolutions des reliefs sous-marins, et on verra bien d'autres choses aussi. Alors, l'équipement est opérationnel, voilà un peu son dispositif avec tout son encombrement, donc il est transportable facilement. Et puis, il a permis déjà, il a été validé grâce à la cartographie de toute une partie de la côte ouest de la montagne, du nord-ouest de la Martinique, depuis le Prêcheur jusqu'à Saint-Pierre. Et ainsi, on peut voir un peu la résolution de ce qu'on peut voir, comme ici les paves de bateaux, des canyons à la sortie des rivières, des structures parallèles, et puis aussi la sortie de l'embouchure de la rivière du Prêcheur. Alors ce système maintenant il fonctionne, il a été validé, facilement transportable. Il y a des tests méthodologiques là, qui vont être mis en place pour pouvoir, on a aussi la capacité de mesurer la colonne d'eau, donc de pouvoir voir éventuellement des panaches ou des dégazages qui se produisent dans les premières, dans les couches superficielles entre le plancher océanique et la surface. Une formation, donc ici, un certain nombre de personnes ont été formées en Martinique, et puis il y a des formations prévues en Guadeloupe, dans la suite du projet avec l'Université des Antilles. Peut-être, pourquoi pas, à un moment ou un autre, aller voir Haïti, les failles sous-marines d'Haïti, voir le volcan Kikemjeni au sud de l'arc des Antilles. En tout cas, c'est un outil qui pourrait être déployé facilement avec des partenaires régionaux. Donc là, actuellement, on suit la morphologie du prisme d'accrétion du Prêcheur et on a des résultats très intéressants. Donc, nouveau sismomètre à réponse rapide, ça c'est, on est parti du constat qu'en fait, ces dernières décennies, il y a très peu de crises sismiques ou volcaniques sous-marines qui ont pu bénéficier d'équipements fond de mer pour caractériser leur activité. Pour le CI des Saintes, par exemple, en 2004, il a fait attendre 25 jours les sismomètres fond de mer qu'on appelle OBS, les Ocean Bottom Seismometer, qui sont arrivés de la métropole et qui ont été déployés avec des bateaux assez conséquents, puisque c'est des objets qui sont assez lourds. Et donc, du coup, là, pour le coup, on avait utilisé le bateau des phares et balises. Donc, il y a la nécessité d'avoir aux Antilles disponibles des OBS stationnés et qu'on puisse déployer. Donc, les équipes de l'IPGP ont travaillé, donc ils travaillent depuis quelques années sur ce type d'instrument. Donc, il a été présenté lors de ce colloque, le prototype. Donc, l'idée, c'est d'avoir toutes les capacités d'un sismomètre sur fond de mer. Voilà, il a été développé pour être configuré pour de nombreux types de batteries, pour pouvoir avoir une autonomie variable suivant ce qu'on a besoin, des capteurs géophones 3 composantes, un hydrophone large bande, voire accéléromètre ou température, avec des mécaniques simples et robustes qu'on peut aussi facilement réparer,
portable à la main avec des acquisitions open source faciles à pouvoir maintenir. Alors voilà un petit peu l'encombrement et les dimensions. Donc avec le ballast, ça fait à peu près 50 kg, 135 kg, 40 cm de côté. Et puis facilement empilable, il est facilement transportable dans des containers pour pouvoir arriver à le déployer n'importe où. Il va être testé donc au large de la zone sismique des Saintes en fin d'année, donc de cette année, avec la production de 6-8 unités, on espère ensuite. On reparlera de cette zone des Saintes plus tard, puisque d'autres instruments ont été installés. Le troisième axe dans lequel nous avons développé, dans le cadre de ce projet, des instruments, c'est l'instrumentation optique en bout de câble optique. Alors pourquoi développer des nouveaux instruments? L'intérêt, c'est que l'idée principale, c'est qu'en fait, un sismomètre fond de mer, tel qu'on l'a vu juste avant, là, ça nécessite donc de déployer sous la mer ou ailleurs des sismomètres avec de l'énergie, donc des batteries, de l'électronique, des acquisitions. Et donc là, l'idée, c'est de s'affranchir de toute cette électronique, énergie à mettre au fond, et informatique à mettre au fond de la mer, qui est un milieu hostile, pour pouvoir mesurer les choses depuis la Terre. Pour ça, bien sûr, il faut avoir un câble optique, donc il faut installer un câble optique, mais en tout cas, on n'a que des mesures mécaniques à faire en fond de mer, et on a toute l'énergie, donc on n'a rien à déployer, et en plus, si on continue, bien sûr, il faut bien sûr câbler les instruments. Donc là, c'est symboliquement un peu tout ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez l'instrument ici dans une maison, et ben vous pouvez d'une part aller dans un endroit comme par exemple ce qui a déjà été fait d'ailleurs, ce qui a été fait avec cet instrument, puisqu'il a été testé sur la Soufrière, dans la zone fumorolienne, donc une zone particulièrement active où l'électronique tient quelques heures, où la mécanique, certains instruments tiennent quelques jours ou quelques mois, et ça peut être aussi installé en fond de forage, par exemple, où c'est des milieux quand même pas très faciles, et puis donc en fond de mer, où de pouvoir maintenir des instruments. Alors en plus, ces instruments qui sont comme ils n'ont pas d'électronique, ben, ils sont particulièrement stables, ils sont insensibles aux perturbations électroniques. Comme il n'y a que de la mécanique, c'est moins fragile. Puis les capteurs sont assez simples, ils sont assez haute résolution, suffisamment en tout cas, ils ont été testés, ça marche bien. Et puis on peut développer différents types de capteurs. Et nous, là, dans le cadre du projet, on a développé 3 types de capteurs, donc un sismomètre, un inclinomètre et un pressiomètre. Alors, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça fonctionne. Ici, vous avez donc un sismomètre qui a été développé spécifiquement pour le projet. Et puis, et aussi un instrument qui va mesurer. Alors, comment il mesure? C'est un instrument qui est en fait un laser haute fréquence qui va envoyer des impulsions et il va avoir les retours de l'impulsion laser. Et puis par interférométrie, il va pouvoir mesurer avec une précision quasiment nanométrique le déplacement du capteur, donc le déplacement de la masse, puisqu'un sismomètre c'est une masse qui est mise en mouvement. On va pouvoir mesurer par l'interférométrie des ondes qui vont revenir au nanomètre le déplacement de cette masse, et donc de mesurer le mouvement du sismomètre, de la masse. Alors il a été testé en premier au large de Brest pour valider le premier prototype, puis ensuite sur la Soufrière de Guadeloupe, comme je vous l'ai dit, et finalement, eh bien, il a été déployé aux Saintes. Alors, les 2 instruments qui ont été développés, c'est d'une part un capteur de déformation, un inclinomètre longue base. Donc l'ENS a une expérience depuis de nombreuses années de développement de sismomètres longue base, c'est-à-dire en fait c'est simplement
un principe des vases communicants, hein, de pouvoir mesurer la hauteur d'un côté et de l'autre d'un pendule, enfin de tube, dans lequel on regarde finalement la variation d'inclinaison, les variations d'inclinaison de la croûte terrestre à des précisions aussi extrêmement précises. Et cet instrument donc a été développé spécifiquement pour les câbles optiques et dans le cadre de ce projet. Donc il mesure bien sûr tous les paramètres de marée et d'autres paramètres environnementaux. Et puis il y a aussi un pressiomètre optique. Alors pourquoi un pressiomètre optique? Pourquoi il a fallu développer mesurer sous la mer? Il faut pouvoir décorréler les mesures des marées. Alors donc du coup il faut avoir l'enregistrement précis des marées, et comme on a au bout du câble optique, c'est intéressant d'avoir un pressiomètre pour pouvoir décorréler nos signaux sismiques ou déformations avec la variation de la marée. Alors, cette instrumentation est en cours d'installation, puisque seulement le sismomètre, déjà, a été installé il y a maintenant 1 an, puisque c'était en juin 2021, lors d'une campagne océanographique assez épique et assez innovante, puisque la question, c'est qu'ici, donc au sud des Saintes, voilà Terre de Bas, le bord du platier corallien, de la plateforme corallienne des Saintes, ici, à peu près à 5 km au sud de Terre de Bas, cet instrument doit être installé ici. Il faut déployer un câble d'environ 5 km de long, et puis l'enfouir et le mettre donc à une quarantaine de mètres de profondeur. Et comme c'est une zone sismique, c'est un endroit idéal pour pouvoir arriver à tester. Sinon, la zone des Saintes, depuis 2004, reste une des zones les plus actives de l'arc antillais, avec une sismicité. Regardez la sismicité qu'on a depuis 1 an. Voilà, il y a encore des centaines de séismes par an qui se produisent. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à enfouir un câble optique dans le sable ou dans le plancher, quoi, le fond de la mer, pour qu'il ne soit pas dégradé par les mouillages, par les pêcheurs, par toutes les activités qui peuvent se produire humaines qui se produisent dans les zones côtières. C'est aussi de protéger la zone d'atterrage qu'on appelle, c'est-à-dire la zone où le câble atterrit, parce que la zone côtière, et bien sûr les cisaillements liés à des tempêtes, même aux vagues, aux houles, peuvent endommager le câble. Donc il a été blindé par des coques en fonte, et puis de connecter ensuite des boîtes de connexion entre chacune des zones, puisqu'il y a des parties enterrées, des parties ensouillées, d'autres parties... voilà. Donc ça a été un défi assez important, mais qui a marché admirablement, puisque le capteur marche encore. Alors je vous donne quelques images des opérations. Donc voilà ici l'office de tourisme de Terre de Bas, où elle a installé l'instrument. Et ici, à la sortie, donc, le câble qui longe le quai et qui est donc protégé par ces coques en fonte qui ont été développées spécifiquement pour ça. Et puis, il va comme ça sortir du port et ensuite se connecter à une boîte de branchement. Ici, voilà encore des images sous-marines. Alors, avant d'ensouiller le câble lui-même avec la charrue, il a fallu enlever tout un certain nombre de casiers et de pêcheurs pour pouvoir arriver à creuser et pour ne pas endommager aussi le câble et puis s'emberlificoter avec la charrue. Et donc une charrue a été déployée pour ensuite ensouiller une charrue développée par GeoAzur, qui a déjà fait ses preuves ailleurs et qui a permis de pouvoir... Donc il y a 5 km de câbles qui sont enroulés ici, une charrue qui est tirée par l'Antea, donc c'est le bateau qui a permis de pouvoir faire cette opération, et de l'ensouiller pour pouvoir le protéger. Voilà, donc l'instrument a permis de pouvoir, dès son installation, d'enregistrer un premier séisme local. Donc ça c'était le 20 juin 2021, et puis ensuite, plus tard,
en août le séisme de 7.2 d'Haïti. Donc là, on voit la comparaison ici, par exemple, entre un Trillium, donc un capteur large bande terrestre mesuré à terre de bas sur quelques kilomètres du capteur sous-marin et qui montre des signaux parfaitement cohérents. Et voici la salle d'acquisition avec le laser qui mesure à distance les mouvements de la masse. Donc tout ça, c'est transmis en temps réel à l'observatoire de Guadeloupe, à l'observatoire de Martinique, et tout le monde peut travailler sur les données. Alors, il y a une future campagne qui va permettre de pouvoir installer donc, en décembre 2022, qui est programmée, qui va permettre d'installer d'une part l'inclinomètre longue base, qui est maintenant prêt, et puis le pressiomètre, et puis en même temps le sismomètre fond de mer qui a été développé dans le cadre, le prototype qui a été développé dans le cadre de ce projet qu'on a vu dans la salle d'à côté pendant toute la semaine. Alors, voilà, donc pourquoi c'est là, ça, je ne sais plus. C'est très bien que ce soit là. Et donc, du coup, il y a eu, oui, c'était avec les résultats qu'il y a eu à Cuba. Donc, tout un certain nombre d'études sismologiques qui ont été faites par nos collègues cubains avec les données qui sont disponibles, notamment les données sismologiques qui ont été acquises dans le cadre du précédent projet Interreg, qui est le projet de Touareg, qui a permis de développer en fait un réseau sismologique assez conséquent sur l'arc, et donc du coup de faire l'imagerie de toute la plaque Caraïbe, ou là ici de Cuba, d'imager la structure de la croûte terrestre, et aussi de faire des études de la sismicité des failles qui sont au sud de Cuba, et qui nous ont présenté lors de cette semaine. Alors, c'est une bonne transition, puisque c'est une des premières choses, une des premières actions donc, qui sont sur le troisième point que je voulais vous parler, c'est-à-dire l'amélioration de la connaissance. Donc on va voir successivement plusieurs aléas sur lesquels Prest a produit de la connaissance. D'une part, là ici, sur l'aléa sismique, et avec l'ENS, avec en particulier Eleonora qui a travaillé pendant 2 ans en postdoc dans le cadre du projet, on a refait une solution GNSS GPS de tout l'arc des Antilles. Ici, les mouvements relatifs de tous les points de la zone Caraïbe, relativement à la plaque Caraïbe. Donc on voit l'Amérique du Nord glisser parallèlement vers l'ouest, le long des failles principales qui sont dans les Hispaniola. Ici, on voit très bien l'Amérique du Sud glisser vers l'ouest, le long de la plaque Caraïbe. Et puis, on constate qu'en fait, il y a très peu de mouvements relatifs entre la plaque Caraïbe et sa bordure. C'est-à-dire qu'en fait, c'est surprenant, puisque toutes les subductions qui se chargent, normalement, produisent un chargement, donc un gradient de déformation, avec des vecteurs qui vont être de plus en plus forts, plus on va s'éloigner de la plaque Caraïbe, mais là on ne voit pas ce chargement. Et donc il y a tout un travail qui a été fait par Eleonora qui a permis de pouvoir explorer la résolution qu'on avait sur les données par rapport pour pouvoir comprendre à quelle profondeur ce couplage sismique, donc ce chargement des failles de la subduction pouvait se faire, en testant différents scénarios. D'une part les scénarios du séisme de Martinique de 1845 et celui de Guadeloupe, du 19e siècle, 1843, pardon, et celui de 1839 en Martinique. Et on constate que si on charge ces deux séismes avec un chargement, on devrait voir un signal de chargement sur les GPS le long de l'arc, mais on ne le voit pas. Et donc, du coup, c'est une conclusion assez surprenante, mais qu'on avait déjà évoquée avant dans nos travaux précédents, mais qui semblerait dire que, actuellement, sur les 20 ans de mesures qu'on a, de mesures GPS, eh bien,
la subduction des Antilles ne montre aucun chargement depuis Porto Rico jusqu'à Trinidad. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque sismique aux Antilles, hein, attention, mais qu'il y a des phénomènes peut-être plus complexes qui se produisent, ou des variations temporelles du chargement éventuellement. Mais ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup débattu dans cette semaine, puisqu'il y a des choses qui sont, disons, peut-être pas tant contradictoires de ça, mais qui posent des questions. Alors, non, je suis revenu dans le mauvais sens. Alors voilà d'autres études qui ont été faites, alors qui avaient déjà commencé avant, mais qui ont été terminées dans le cadre du projet PRESS, c'est les mesures qu'on peut faire aussi de mouvements verticaux grâce au micro-atoll. Donc ça, c'est une technique qui est développée depuis quelques années, qui a été développée en particulier à Sumatra. Et en prélevant, donc le principe, c'est que les coraux, ils vont croître en fonction, ou alors en mourant, ils vont pas, ou alors s'il y a des mouvements verticaux, ils vont mourir en surface et ils vont grandir en largeur. Et s'il y a des mouvements, au contraire, verticaux de subsidence, ils vont grandir verticalement. Et donc, chaque année, un CERN se fabriquant, on peut arriver à suivre la croissance de ces coraux en mesurant et en datant, bien sûr, certaines parties de ces coraux. On peut arriver à voir, en corrigeant d'un certain nombre de paramètres océanographiques, la subsidence ou au contraire la surélévation en gros sur quelques centaines d'années. Et la conclusion que les auteurs ont en faisant cette étude, c'est qu'en fait, ils voient dans leur modèle un chargement de la partie profonde de l'interface de subduction, contrairement à ce qu'on voit par le GPS. Une autre étude qui a été faite dans le cadre de ce projet, c'est l'analyse fine de la sismicité depuis 20 ans. Voilà la courbe ici des sismicités des magnitudes en fonction de leur magnitude, et qui semble montrer une accélération depuis 20 ans, en tout cas une augmentation. Et donc voilà, ça pose des questions sur l'évolution de la dynamique de l'interface. Est-ce que ça signe un précurseur d'un séisme plus important? C'est la question. On le saura que lorsqu'il arrivera, ou pas. Je suis dans le mauvais sens. D'autres études sur l'aléa sismique qui ont été réalisées, c'est l'analyse de carottes sédimentaires en fait, qui ont été réalisées dans le cadre de campagnes de forage, pas que de forage, mais aussi de cartographie et de forage assez fines au large de la Guadeloupe, d'Antigua et de la Dominique. Et ces forages ont été faits dans des bassins, dans différents bassins, le long de la subduction. Voilà les carottes en question. Et puis, qui ont été analysées très finement et dont l'analyse montre qu'il y aurait plusieurs événements catastrophiques qui seraient le reflet donc ces événements qu'on nomme turbidites, qui seraient la signature d'événements catastrophiques qui peuvent être aussi bien climatiques que sismiques. Mais il faut que ça soit quelque chose qui ait une ampleur assez large s'ils sont vus dans plusieurs bassins. Et donc, ils ont trouvé 4 événements majeurs, il y a 3000 ans, il y a 35 000 ans, il y a 69 000 ans et 120 000 ans, dans leurs carottes, qui permettraient de pouvoir dire qu'il y a eu des événements catastrophiques, dont certains pourraient être d'origine sismique. Donc, la question du potentiel sismogénique de la subduction est encore incertain, mais en tout cas, il y a des observations d'événements majeurs qui pourraient être sismiques, d'origine sismique. Autre exemple d'analyse qui a été faite aussi dans le cadre de ce projet, c'est l'analyse de données de dépôts dans la région d'Anegada, sur plusieurs îles, de dépôts qui ont été, ou de dépôts de sable et de sédimentaires, ou des dépôts de blocs, qui ont été prélevés et analysés, et qui ensuite ont été modélisés pour essayer de reconstituer la manière dont ils ont pu être déposés, et qui permettent de pouvoir montrer qu'en fait, il est possible que ce soit un séisme de magnitude supérieure à 8 ou un événement météorologique extrême qui ait pu
on peut pas discriminer, mais en tout cas, il y a des choses qui sont enregistrées sur ces îles. Autre recherche qui est en cours, là, qui a commencé cette année, en fait. Le Covid a retardé un certain nombre d'opérations, dont celle-ci. Et là, c'est un travail qui est en cours et qui a débuté avec le prélèvement, en fait, avec des carottiers dans certains bassins côtiers que vous voyez ici. Là, il y a une centaine de prélèvements qui ont été faits. Et l'idée, c'est de voir s'il y a des événements à l'intérieur. Donc là, il y a eu juste les prélèvements qui ont été faits, hein, donc des carottes, et aussi des analyses dans des trous pour pouvoir prélever des échantillons, et de reconstituer aussi des événements climatiques ou sismiques qui sont susceptibles d'être produits et d'être enregistrés dans les petits bassins côtiers qu'il y a le long de la côte est de la Martinique. Et l'idée, c'est de reconstituer les tsunamis potentiels qui ont pu produire les dépôts ensuite dans un deuxième temps. Alors, un autre aspect qui a été développé assez largement dans le cadre de ce projet, c'est l'amélioration de la connaissance sur l'aléa volcanique. Alors là, on a eu, pendant la durée du projet, un cas intéressant à analyser, notamment l'éruption de Saint-Vincent qui nous a occupés. Dans un objectif qu'on avait, c'est suite à... En 2010, il y a eu la dernière éruption, la dernière explosion de Montserrat qui a produit des retombées de cendres assez conséquentes sur les îles françaises, puisqu'en Guadeloupe, il a neigé pendant toute une nuit, quoi, et le matin, on se retrouvait avec... En Martinique aussi, il y a ces retombées jusqu'en Martinique. Et on n'était pas du tout prêt à pouvoir arriver à anticiper ce phénomène qui a en plus perturbé la circulation aérienne d'une manière assez conséquente. Et donc on s'était donné comme objectif de pouvoir arriver à simuler le plus en temps réel possible, dans une éruption ou dans une explosion, les retombées de cendres. Et donc un certain nombre d'auteurs participants du projet ont ainsi développé des modèles relativement simples qui permettent, qu'il faut caler, hein, parce que ça va dépendre du régime de vent, donc il faut caler ça avec les modèles météorologiques. Et donc ils ont développé la capacité de pouvoir réaliser en temps quasi réel. Et du coup, quand il y a eu l'éruption de Saint-Vincent, c'était l'occasion de le faire en temps réel, vraiment. Et ils ont pu comme ça montrer qu'en quelques heures, lorsque l'activité sismique, avant la première explosion, lorsque l'activité sismique a commencé à augmenter à Saint-Vincent, ils ont pu modéliser et déjà prédire quasiment, avant que l'explosion se produise, qu'en fait, les régimes de vent pouvaient, en tout cas en prenant une explosion de type connu, qu'on connaissait, c'est en 1979, c'est ça, en 1979, oui, à la soufrière de Montserrat, en prenant ce volume, eh bien, on n'avait pas de retombée de cendres en Martinique, ni en Guadeloupe, ni plus haut en Dominique, et que ça partait plutôt vers l'est. Donc ça a été un exercice assez intéressant à réaliser et qui nous a conforté dans la nécessité de devoir installer finalement ce genre d'outils dans les observatoires des Antilles, en tout cas en Guadeloupe et en Martinique, et aussi peut-être ailleurs. Et dans la suite de cette opération, l'Observatoire de Martinique a organisé via le Facebook de l'Observatoire toute une méthodologie qu'on a avec la fabrication de petits préleveurs de cendres qui ont été déployés à 4-5 endroits dans la Martinique, d'une part pour pouvoir arriver à prélever les cendres, et d'autre part, via Facebook, de solliciter les gens et de faire des appels à témoignages et d'envoyer des photos, d'envoyer des observations. Et grâce à... Voilà, l'idée c'était qu'ils prennent une photo du dépôt sur lequel ils avaient fait des observations, ensuite marquer quelque chose pour pouvoir arriver à estimer l'épaisseur, parce qu'il y a des abacs qui permettent de pouvoir retrouver les volumes à partir des photos, et donc du coup de pouvoir faire une cartographie des retombées de cendres en Martinique avec 3-4 zones où il y avait
La montagne Pelée n'a pas reçu de cendres, et les autres un petit peu jusqu'au sud, où ça a été assez fortement... Notre axe qui a été développé aussi, qui était dans les objectifs du projet, c'était d'utiliser aussi les campagnes océanographiques qui avaient eu lieu les dernières années. Donc ici, en 2012, il y a eu une campagne de forage assez exceptionnelle, la IODP 340, qui a permis de forer dans l'arc antillais un certain nombre de carottes. C'est des bateaux qui sont assez difficiles à mobiliser, avec des programmations à 10 ans, ou je ne sais pas combien, enfin, en tout cas c'est pas facile. Donc il y a eu une quantité de données absolument colossale qui a été acquise, donc des forages fond de mer avec des carottes qui font, alors je ne sais pas combien de mètres, mais peut-être même des kilomètres, je ne sais pas, enfin bon. En tout cas des carottes assez conséquentes qui permettent de pouvoir enregistrer donc un certain nombre d'enregistrements, et ici, en tout cas au lac Martinique, des enregistrements des dépôts volcaniques qui sont produits depuis 200 000 ans, qui sont enregistrés dans les fonds marins finalement. Et donc ça a permis de pouvoir faire des reconstitutions chronostratigraphiques conséquentes sur 200 000 ans, avec donc l'identification de 3 grandes phases, l'ancienne Pelée de 200 à 40 millions d'années, Grand Rivière 50 à 20 millions, pardon, 200 000 à 40 000 ans, 20 000 à 50 000 ans, et puis de la Pelée récente, et de pouvoir ainsi reconstituer toutes les phases éruptives de la montagne Pelée qui nous manquaient avec les dépôts à terre, puisque les dépôts à terre sont quand même très difficiles à avoir. Un autre aspect qui a été développé dans le cadre de ce projet, c'est sur les aires volcaniques, c'est les dépôts, les questions des effondrements de flancs de volcans qui génèrent des tsunamis. Et donc là, il y a un travail qui a été fait pour pouvoir étudier d'une part en laboratoire la mise en place en fait d'un glissement de terrain, qui rentrerait en mer, et pour pouvoir un peu calibrer tous les modèles. Et puis ensuite de passer dans des simulations numériques pour pouvoir arriver à modéliser des scénarios, et notamment pendant le projet a été développé un certain nombre de scénarios sur la montagne Pelée, avec ou non l'arrivée en mer, et s'il y a l'arrivée en mer, la modélisation des tsunamis générés. Et ça a été extrêmement utile dans cette phase actuelle de réactivation, pour pouvoir arriver à améliorer la connaissance et ensuite les plans de prévention qui s'en suivent. Ensuite, sur la connaissance des aléas volcaniques, il y a eu aussi un gros travail qui a été fait en géochimie, en géophysique sur la soufrière de Guadeloupe. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y a eu en mai 2018, déjà, c'est ça, oui, c'est ça, mai 2018, une activité sismique avec des essaims qui sont succédés jusqu'à l'arrivée d'un magnitude 4, et qui a complètement transformé le système hydrothermal de la soufrière, qui était sous pression et qui s'est arrêté subitement après ce séisme. Et donc, du coup, ça a fait réfléchir donc on a repris toutes les données pour pouvoir arriver à comprendre ce qui se passait, ce qui s'était passé, et donc probablement qu'il y a eu une explosion disons, une explosion phréatique potentielle avortée qui s'est arrêtée, liée à l'arrivée de ce séisme régional. Je n'ai même pas montré la carte des séismes. J'ai oublié une image. Et qui est cohérente avec les modèles qu'on a, et des formations mesurées par GPS, et les modèles d'imagerie et géologiques et d'imagerie qui ont été faits, liés au fonctionnement du système hydrothermal de la soufrière de Guadeloupe. Alors, la suite, c'est comment intégrer les connaissances par la société. Donc, c'est fondamental pour d'intégrer ces connaissances scientifiques dans l'élaboration de représentations partagées des phénomènes et des processus, qu'ils soient volcaniques ou sismiques. En l'occurrence, c'est surtout sur les processus volcaniques qu'on réfléchissait ces derniers mois.
explorer avec les acteurs de l'intervention d'urgence et les populations quelles sont les lacunes dans les connaissances et les besoins et les questions et les incertitudes. Et puis élaborer les scénarios de troubles potentiels, hein, qui soient extrêmement violents ou des troubles moyens, hein, sur l'activité future des volcans pour expliciter et préparer, former et communiquer pour visualiser l'éventail des possibles, pour donner une responsabilisation sociétale et individuelle pour réduire la fatalité. Ouais. Et donc, du coup, on a commencé déjà à avancer dès la fin, même pendant le projet PRESS, puisqu'une partie des résultats de PRESS étaient déjà intégrés dans les plans de prévention, en particulier en Martinique. Voilà, donc il y a le projet PRESS a produit plus de 30 publications scientifiques donc vous pouvez trouver la liste sur le site, donc il n'est pas à jour actuellement encore, mais en tout cas on la met à jour sur le site de interregpress.com, dans lequel on essaye de rendre compte de nos résultats avec aussi bien des résultats scientifiques, il y a des résultats, on met aussi des petits articles de tout public, et on liste un petit peu aussi, par exemple, des articles de revues de presse qui sont faites. Si vous voulez avoir des informations, vous pouvez vous connecter sur ce site. Et puis voilà, je voulais surtout aussi, de la part de l'Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique, de l'Institut de physique de Paris, remercier la collectivité territoriale de Martinique qui nous a accueillis ici au sein du Centre de découverte des sciences de la Terre. Et puis aussi, je voulais remercier la société Havas, c'est ça, hein, ouais, qui a permis de pouvoir rendre cette conférence possible grâce à leurs compétences. Merci. Question ? Je veux remercier Jean-Bernard et Fabrice, toute leur équipe toute l'équipe de l'Observatoire, et puis de Paris aussi. Il y a eu pas mal de gens qui ont bossé à la com. Emeline et son équipe, ouais. On applaudit tout le monde.